La règle de notre workshop est que on va essayer chacun de parler dans sa langue et tout le monde est censé comprendre la langue de l'autre. Donc les participants français ou francophones sont invités à parler en français, ce que je fais, et les participants américains ou anglophones, bien sûr, sont invités à parler en anglais. Deuxième information très importante, il y a un Wi-Fi, donc un réseau ici de Wi-Fi, comme on dit en français, qui a l'air de marcher merveilleusement. Donc il s'appelle EFA Musée, donc tous ceux qui ont des appareils susceptibles de capter un Wi-Fi peuvent le trouver. Et le mot de passe, c'est donc MUS, vous attachez tout, MUS 33 EF at. MUS 33 EF at. Voyez si vous êtes connectés. Et pour les résidents de l'école, a priori, le réseau doit rester en place. C'est... Voilà, donc je suis vraiment très heureuse aujourd'hui d'ouvrir ce workshop qui donc est financé, et il faut parler de nos sponsors bien sûr, par un fonds franco-américain qui s'appelle le Partner University Fund, qui repose, donc qui s'adosse sur une fondation qui s'appelle la fondation FACE et qui donc a été conçue pour permettre des échanges culturels au sens large du terme, puisque vous voyez que même l'épigraphie est concernée, entre les universités américaines et les universités ou organismes de recherche français qui donc font une application, donc envoient un dossier et peuvent être retenus. Ensuite, nous avons un programme qui est financé pendant 3 ans et qui donc permet, c'est ce que nous avons proposé, John Baudel et Marie-Claire Beaulieu avec mes 2 collègues, donc John, professeur à Brown University, Marie-Claire, assistant professeur à Tufts University. Donc nous avons proposé un programme qui est un peu original par rapport à celui qui est d'ordinaire conçu par le Partner University Fund, puisque à côté donc de séjours de recherche et d'enseignement croisés entre nos universités, nous avons ajouté une dimension où nous serions tous au même moment, au même endroit. Et ces endroits, eh bien, c'est la Grèce et nous l'espérons l'année prochaine, peut-être le Cambodge, avec peut-être une étape d'élienne. On va essayer d'inventer ça au milieu, puisqu'il m'a semblé important que nous puissions avoir des ateliers pratiques en lien avec le propos, le concept, on va dire, de notre programme, qui consiste donc à essayer, et c'est ce dont je vais parler en introduction avant que mes collègues prennent le relais. Donc la présentation du programme, je la mets en anglais pour ceux qui préfèrent le voir sous cet angle-là. Donc je viens de parler des partenaires. Alors le partenaire constitutif et institutionnel de base, Brown, Tufts et ISOMA, on va dire, puisque c'est plutôt le centre de recherche dirigé par Véronique Chankowski, qui est maintenant notre point d'ancrage en France. Eh bien, nous avons aussi comme partenaire, et nous vous remercions une nouvelle fois pour votre accueil, l'École française d'Athènes et aussi l'École française d'Extrême-Orient, nous l'espérons l'année prochaine. Donc, quels sont les objectifs de ce programme qui donc mêle et mélange dans les ateliers, dans des séminaires, dans des échanges, des enseignants, chercheurs et des étudiants qui sont en cours d'apprentissage.
d'une recherche pratique, eh bien, nous faisons de l'épigraphie, mais cette épigraphie, elle se fonde sur une définition de ce qu'est une inscription, comme, alors on le dit en anglais, communication devices, c'est-à-dire les inscriptions sont des dispositifs de communication, comme le sont aujourd'hui nos affiches, et à partir de là, eh bien, ça suppose que quand on étudie des inscriptions, on le fasse aussi bien du point de vue du texte et des commentaires de texte que de tout ce qu'on peut appeler l'environnement archéologique, puisque ce qui importe dans une inscription, eh bien, c'est qu'elle soit vue autant que lue, et donc à partir de là, la prise en compte de l'endroit où l'inscription était exposée, mise sous les yeux de tous, est absolument un paramètre fondamental. Donc pour la prise en compte de toutes ces dimensions qui définissent en fait ce qu'est une inscription, eh bien, nous sommes partis du principe qu'aujourd'hui, les moyens d'édition de texte et aussi de publication, moyens électroniques ou numériques, digital comme on dit en anglais, sont finalement les moyens les plus adaptés, puisqu'on connaît tous ce que sont les limites du papier. Le papier, c'est un régime du papier et de l'imprimé dans lequel nous vivons depuis le XVIe siècle, et nous sommes en train de vivre la transition vers un nouvel univers qui est aussi un nouveau régime de la communication, de l'échange sur les plans commerciaux, mais aussi scientifiques. Il faut bien que les scientifiques rentrent dans le monde moderne, s'emparent de ces nouvelles possibilités d'échange, de communication, de formation, que sont les moyens électroniques. Donc à partir de là, nous faisons une épigraphie qui est à la fois numérique et contextuelle pour une bonne prise en compte des dimensions des inscriptions que j'ai énumérées auparavant, c'est-à-dire être à la fois donc, des textes et, disons, l'univers numérique est un univers fondamentalement qui est dirigé vers l'échange. Donc de la même manière que les inscriptions de l'Antiquité ou à la limite du monde contemporain sont des dispositifs de communication, nous cherchons, nous, à faire des publications sur Internet qui sont vouées à l'échange, ce qui suppose que dans la façon dont on conçoit l'édition, l'encodage du texte, dont nous allons parler ensemble ce matin, les moyens de diffusion, eh bien, il y ait la mise en place d'un certain nombre de standards qui permettent l'échange, ce que l'on appelle l'interopérabilité, pour que les textes puissent, et surtout le balisage qui les entoure, puissent communiquer entre eux, et que eh bien, les chercheurs aient à leur disposition des moyens d'investigation d'une certaine manière beaucoup plus puissants. On n'est pas en train de dire qu'on ferme les bibliothèques et qu'on remplace les livres, mais en se fondant sur tout ce savoir qui est accumulé depuis le XVIe siècle sous la forme de l'imprimé, eh bien, il faut assurer la transition pour que, eh bien, en se fondant donc sur ce socle très solide, ce socle soit transmis et aussi enrichi par ces nouvelles dimensions qui sont les dimensions numériques. Donc notre workshop que nous ouvrons aujourd'hui par cette journée d'information à laquelle un certain nombre de collègues de l'école ou d'Athènes et even venant des États-Unis, Patricia Butts, que nous avons croisé par hasard l'autre soir, John et moi, le jour de l'arrivée de John, il y a un séos quelque part qui a fait Agathe Tuquet, qui a fait que nous avons croisé Patricia, donc c'est très bien, on peut impliquer tout ce monde, donc c'est très bien. Donc notre workshop, il va se continuer ensuite par un certain nombre d'étapes. Nous commençons par 2 jours à Athènes, ensuite nous allons aller à Larissa et nous finirons par Thasos, puisque nous nous focalisons
focus, sur des thématiques qui paraissent essentielles à tout épigraphiste, mais qui sont aussi les thématiques ou les questions qui sont à la fois des questions techniques et des questions scientifiques fondamentales pour les épigraphistes. C'est les questions du référencement spatial, de toute inscription, où a-t-elle été trouvée, mais aussi de quel site, de quel lieu parle-t-on à l'intérieur de l'inscription. Et par ailleurs, deuxième dimension absolument fondamentale pour les épigraphistes, c'est la question des personnes qui sont mentionnées. Qui est qui? C'est le who's who, hein, de l'identification des personnes, et derrière la visualisation des connexions et donc des réseaux. Hein, c'est pas étonnant si on passe d'un réseau qui est l'Internet et d'un intérêt pour la question du network à la question du network qui est un social network aussi. Hein. Certains parlent de faire des Facebook de l'Antiquité. Bon, alors, on est dans une maison vénérable, donc on ne va pas prononcer de gros mots, mais en même temps, c'est bien ça le but et l'intention, c'est-à-dire c'est permettre, une fois qu'on a repérer des éléments, c'est permettre leur mise en évidence sous une forme visuelle qui, pour les chercheurs, bien sûr, on n'est pas en train de dire que l'on remplace le savoir constitué sous la forme de notes de bas de page par de nouvelles formes de sciences. Par contre, on montre autrement la documentation dont nous disposons, ce qui va permettre, eh bien peut-être, d'aller plus vite sur l'essentiel, qui est l'interprétation que nous faisons de toute cette documentation que désormais nous pouvons voir sous un autre jour que parfois, vous savez, on connaît tous les notes de bas de page qui se mettent à monter et à manger la page. Il y a 2 lignes de texte et puis il y a en tout petit caractère tout l'essentiel est là et sous une forme qui est déjà du code mais qui est souvent un peu illisible. Donc, je rappelle pour terminer mon introduction le nom de mes collègues responsables. Hein, c'est là qu'il faut... Donc, vous voyez, on essaie d'être moderne jusqu'au bout. Donc, on se filme quand on parle parce que ça permettra de diffuser aussi notre workshop à tous ceux qui ne peuvent pas être aujourd'hui avec nous. Et donc, bien sûr, on n'oublie pas de dire une fois de plus merci au Partner University Fund. John, we will send it to Willeman. Pour qu'il voit. Bon, alors, donc, je vais terminer cette introduction en rappelant donc quels sont ce qu'on pourrait appeler les opérations menées par l'épigraphiste, puisqu'il ne s'agit pas, bien sûr, de changer de démarche, mais il s'agit de voir comment les étapes du travail de l'épigraphiste se trouvent transposées dans le régime numérique avec de nouveaux outils, de nouvelles ressources et à partir de là, de nouveaux moyens qui nous permettront d'aller vers la phase suivante qui est celle de la publication qui peut toujours être sous une forme papier, bien sûr. Hein. On n'est pas en train de dire que nous abandonnons le papier, mais parfois le papier peut être quelque chose qui est extrait de l'encodage que nous faisons pour une diffusion donc simultanée sur le web, sous la forme aussi éventuellement de petits documents ou de petites applications qui sont faites pour des visiteurs. Nous avons une collègue, Sylvia Orlandi, qui s'est mise d'accord avec la municipalité de Rome, et donc des gens se promènent à Rome, font avec leur smartphone une photo d'une inscription, l'envoient sur une adresse, et eh bien ils ont la réponse sous la forme du texte traduit, de la référence dans le CIL. Donc rêvons un peu, et on pourrait imaginer que quelque chose de similaire pourrait être mis en place à Athènes ou sur d'autres sites. C'est un avenir parce que, bien sûr, comme chacun sait, le problème que nous rencontrons tous, c'est que notre science est une science difficile, faite pour des gens qui peuvent être considérés ou se considérer comme des happy few. Et dans le monde contemporain,
le régime du happy few est quelque chose qui ne passe plus si facilement. Donc, notre survie collective est en cause du point de vue des métiers, mais le problème n'est pas tant notre survie que de continuer à dire que tout ce dont nous parlons est extrêmement intéressant et que ça peut concerner beaucoup plus de gens que les happy few qui effectivement ont été concernés jusqu'à maintenant. Donc, c'est ça que va permettre, espérons-nous, espérons-le, la transposition donc de tout ce savoir extrêmement précieux dans un nouveau, avec des nouveaux instruments qui vont permettre peut-être d'impliquer, de concerner, de montrer l'intérêt de tout ça à plus de gens qu'auparavant. Donc, quand je dis qu'il ne s'agit pas de changer la démarche, il s'agit toujours d'établir le texte. Sauf que l'établissement du texte, eh bien, il va pouvoir être inscrit dans le texte lui-même par le balisage avec un système qui est donc la TEI, reposant sur un langage standardisé qui permet la publication sur le web et la diffusion électronique et surtout la forme de pérennité du travail fait, c'est le langage XML. Donc TEI, Epidoc qui est un sous-ensemble, ça c'est ce dont va nous parler pour commencer Emmanuel Morlock. Il s'agit toujours, bien sûr, d'accompagner le texte avec ce qu'on pourrait appeler des scolies. Aujourd'hui, on parle d'annotation, mais c'est exactement la même démarche que celle qui a commencé dans l'Antiquité, c'est-à-dire dire « Ah oui, quand un tel dit cela dans le texte, eh bien, je vous précise que cela, ce mot, qui est un lieu, qui est une personne, c'est un tel endroit ou c'est telle personne. » Donc ce qui se mettait au départ dans les marginaliens, dans les marges, eh bien aujourd'hui, vous le mettez sous une forme de... Dans le code, eh bien, vous mettez une balise qui permet éventuellement de renvoyer vers un répertoire extérieur où eh bien, on s'est mis d'accord pour dire c'est bien cela dont on parle. Et c'est donc là dont on parle de ces entités nommées. Alors le mot peut paraître un peu barbare, mais c'est de ça dont il s'agit. Une fois qu'on a fait ce travail, si vous voulez, qui permet de comprendre ce dont il est question dans le texte, de montrer que le texte peut être endommagé à tel endroit, etc., eh bien, il faut le commenter, c'est ce que je disais tout à l'heure. On parle du texte, mais, et ça c'est la dimension que nous ajoutons en quelque sorte, c'est qu'au-delà du texte, il y a le monument. Et ce que nous espérons, c'est que, effectivement, les moyens numériques que nous sommes en train d'essayer d'ajuster à notre demande vont permettre, à terme, de pouvoir parler conjointement du monument, de l'environnement et du texte dans un ensemble de publications qui est donc une sorte d'objet un peu nouveau, on ne va pas dire non identifié, mais enfin non qualifié. Ce n'est plus un livre, ce n'est pas simplement une édition de texte, c'est une publication numérique où nous associons dans un même environnement de consultation, qui est un écran, des ressources multiples qui permettent une meilleure appréhension eh bien, de tout ce qui fait l'intérêt des documents dont nous nous occupons. Alors, ça c'est une photo que j'ai faite hier après-midi à l'aéroport en vous attendant. C'est pour montrer qu'effectivement il y a une dimension qui est aussi absolument essentielle, c'est celle de l'écriture. Vous voyez comment cette affiche joue sur l'entremêlement de la graphie en lettres latines et en lettres grecques pour faire de la communication en faveur de la Grèce. C'est sponsorisé par la Grèce et par l'aéroport d'Athènes, et j'ai trouvé que vraiment c'était un clin d'œil que me faisait l'aéroport d'Athènes alors que j'attendais le groupe hier, de montrer effectivement cette association d'éléments visuels et volontairement visuels, ce jeu qui attire le regard et donc permet de penser au-delà de ce que dit simplement le texte, avec ce clin d'œil à l'Antiquité, la comédie, la tragédie, une allusion
au contexte actuel économique que connaît la Grèce. Donc voilà, c'est un peu de tout ça dont nous souhaitons parler dans notre workshop et qui fait son intérêt, je crois, ou espérons-le. Alors, notre programme, eh bien voilà, j'ai pris la parole et je vais m'arrêter maintenant. Ensuite, Emmanuel parlera, donc, qui est dans notre lab en 2 ans et demi. Hein, 2 ans, bah oui, on a l'impression qu'il a toujours été là avec nous. On s'en réjouit tous les jours. Il nous dira qu'est-ce que c'est qu'une édition électronique. J'ai donné un titre comme ça, hein, parce que bon, voilà, et comment ça marche. Puis ensuite, John Bodel et les étudiants de Brown qui ont préparé ce séminaire par des séances durant l'automne dernier présenteront ce qu'est le balisage avec Epidoc et un retour d'expérience sur ce qui a été fait avec John. On fera un petit break. Hein, parce que je pense qu'à ce moment-là, on sera content d'aller boire un verre de jus d'orange. Et Marie-Claire Beaulieu, ensuite, nous présentera eh bien, le principe de la notation avec une plateforme qui permet de le faire et les questions de la visualisation. Et Laurent Coulon, notre collègue du CNRS ISOMA, qui est directeur adjoint également du laboratoire ISOMA, égyptologue, nous montrera comment, pour finir, eh bien, on peut, grâce à l'édition électronique d'inscription d'époque pharaonique, je ne sais jamais s'il faut dire en hiéroglyphe ou en égyptien ancien, comment dites-vous vous-même? Vous parlez de la langue ou vous parlez de l'écriture? Pour ma part, je m'intéresse aux inscriptions hiéroglyphiques, mais on peut avoir des inscriptions démotiques qui sont aussi de la langue égyptienne. Voilà. Donc, là aussi, c'est une question où l'écriture joue à une dimension fondamentale. Et donc, on peut visualiser des réseaux prosopographiques après avoir procédé à un encodage. Voilà. Alors, est-ce que, après ces quelques mots d'introduction, y a-t-il déjà des réactions, des demandes, je pense qu'il faut que ce soit le plus interactif possible parce que nous ne sommes pas en train, c'est pas la messe, et nous ne sommes pas en train de vous délivrer une bonne parole. Nous souhaitons que toutes les questions puissent être posées et toutes les réactions également exprimées. Une fois qu'on a dit ça, généralement, il y a un silence lourd qui s'installe. Et donc, Emmanuel, à toi la parole. Oui. Ça sera compatible aussi bien pour Mac que pour Windows. Ah oui. Ça, avec l'Internet, les problèmes Mac et Windows sont quand même un peu en train de disparaître.